On touche ici la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, là? Il y a une chose qui est certaine, là, ma génération puis celle de mes parents, donc le baby boom puis les X, là, on est les deux premières générations de l'histoire qui vont léguer aux prochaines générations moins de ressources puis de capacité de se développer que nous, on en a bénéficié. Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du groupe Maurice. Bienvenue au balado Dans quelques aînés, où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagnées de deux invités. On échange avec un expert en la matière et surtout, on donne la parole aux aînés. Quand on parle de développement durable, de quoi parle-t-on exactement? La définition du gouvernement du Québec est la suivante. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Intéressant. Le développement durable s'appuie sur une vision donc à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, mais pas seulement ça, sociales et aussi économiques des activités de développement. Bon, voilà la formule, mais dans les faits, concrètement, comment applique-t-on le développement durable aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de la société? On parle aujourd'hui avec Carole Mainville, 66 ans, retraitée et drôlement impliquée dans différentes causes des activités de développement durable. Bonjour. Bonjour, Carole. Et Karel Méran, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal et membre du comité Réalité climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Souvent, ce qui est connu du développement durable, du terme développement durable, c'est la composante environnement. Pour moi, ce qui importe surtout, c'est de travailler tous ensemble et de penser à long terme, d'agir de façon cohérente dans la société, dans le futur. Carole, vous êtes impliquée dans plusieurs causes qui touchent le développement durable. Quelle est votre définition à vous du développement durable? La définition que vous avez donnée est très juste. Je l'ai toujours vue comme ça. Et c'est bien. La seule chose, c'est que ça prend du temps, puis je trouve qu'on n'a pas de temps. Pas simple, hein? Pas simple. Non. Karel, pour vous qui œuvrez depuis plusieurs années dans le domaine du développement durable, qui avez conseillé plusieurs gouvernements et agences dans ce secteur-là, comment vous voyez ce dont on parle? Ouais. Bien, en fait, depuis le début, là, le développement durable a été énoncé en 1987 là, dans une commission des Nations unies. D'ailleurs, c'est un Canadien, là, Jim McNeill, qui avait mis... C'était Sustainable Development, comme développement soutenable. Ouais. Il y a deux aspects importants. Hein. Là, vous avez mentionné l'équité entre les générations, là, de laisser aux prochaines générations ce dont elles ont besoin, ou un capital équivalent au nôtre, là, capital naturel et autres. Il y a aussi l'équité... On appelle ça de l'équité intergénérationnelle, mais il y a aussi l'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire comment on distribue les ressources entre nous aujourd'hui. Puis je pense que cet aspect-là peut parler aussi aux aînés parce qu'on sait, là, au Québec, les gens qui sont dans la précarité, souvent, ce sont des aînés qui vivent seuls et qui ont travaillé toute leur vie là, et qui se retrouvent à la retraite puis qui n'ont pas nécessairement les ressources pour avoir une très, très bonne qualité de vie. Alors, cette question-là de la répartition des ressources est très, très importante. Entre nous. Donc, c'est pas juste entre les générations, mais c'est aujourd'hui entre nous. J'aimerais ça que vous élaboriez un peu là-dessus. Pourquoi vous dites que les aînés ont moins de ressources et une précarité physique, une précarité d'autonomie dans certains cas, mais... Bien, c'est parce que quand on regarde les chiffres, là, on se rend compte que quand on regarde qui sont les personnes en situation de pauvreté au Québec, souvent, on va penser, par exemple, les mères monoparentales, chefs de famille. Il y a un aspect qui est là, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui vivent seules, qui sont isolées, puis qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas réussi à accumuler une retraite dans leur vie. Puis ils forment un contingent important de personnes en situation de précarité là, au Québec en ce moment. Il y aurait d'autres, on pourrait commencer à décliner ça dans toutes sortes de choses, mais c'est évident là, qu'on a tendance à l'oublier. Moi, j'ai eu la chance d'échanger souvent là, avec Françoise David, entre autres, là, puis elle se scandalisait du fait qu'il y ait autant d'aînés qui soient dans l'isolement puis la pauvreté en 2021 au Québec. Là. Un point que vous soulevez important, c'est que la solitude
Hein, les séparations, tout ça amène beaucoup de pauvreté. Le décès du conjoint ou de la conjointe, tout ça, effectivement. Puis quand on sait que les principaux déterminants de la santé, le niveau de revenu puis l'isolement social, c'est deux des principaux déterminants de la santé humaine, là, qu'on soit de n'importe quel âge puis de n'importe quelle culture. Physique ou psychologique. Exactement. Donc c'est important. Puis l'autre aspect que je voulais aborder qui est important, c'est que souvent, on représente le développement durable en disant il y a l'économie, il y a le social, puis il y a l'environnement. Puis on fait comme 3 sphères avec ça, puis ça se touche au milieu. Mais il y a un professeur à l'Université Laval, j'oublie qui, mais qui m'avait présenté une fois une autre façon de le représenter en disant l'environnement, c'est la condition essentielle. S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de terre pour produire de la nourriture, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, ça ne marche plus. Donc, c'est la condition essentielle. L'économie, c'est le moyen. Puis l'équité sociale ou la qualité de vie, comme peu importe comment on l'appelle, bien ça, c'est la finalité de la chose. Et je pense que quand on le voit comme ça nous permet, c'est pas tellement l'idée d'établir une hiérarchie, c'est de comprendre comment le système fonctionne. On a chacun nos marottes, mais moi, je ne saisis pas comment on va pouvoir diminuer nos gaz à effet de serre, comment on va pouvoir ralentir le réchauffement climatique quand dans les derniers 15-20 ans, il y a eu 3 immenses mouvements qui sont apparus, qui vont consommer tellement d'énergie que c'est épeurant. On voit que juste l'informatisation, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y en a des milliards maintenant. Ça, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est tout l'élément de Bitcoin qui est essentiellement conçu pour cacher des transactions financières, ce qui est aberrant en soi, mais qui consomme, hein, c'est de l'électricité en quantité, c'est de l'équivalent de villes de consommation d'électricité pour, somme toute, sociétalement parlant, très peu de bénéfices. Ensuite, il y a tout l'élément de données, de data. Hein. Maintenant, tout est sur le cloud, qu'on appelle. Et ça, c'est encore des centaines de milliers de serveurs très puissants, très énergivores. Puis finalement, il y a le phénomène d'Amazon où tout le monde commande en ligne et tous les camions qui sont sur la route, qui n'étaient pas sur la route ou en nombre moins important il y a quelques années. Moi, ces phénomènes-là, ça m'ahurit. Là. C'est énorme comme impact. Puis là, on parle de baisser la consommation des autos d'un petit peu pour s'aider. Je comprends pas. Pouvez-vous m'aider, Karel? Oui, bien, c'est une grande question, puis j'aurais le goût de vous répondre que là-dessus, on est chanceux parce qu'on a des solutions technologiques, OK? Parce que l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est sortir des énergies fossiles. Il ne faut plus consommer de pétrole, de charbon et de gaz. Puis le problème qu'on a avec ces centres de données-là, ou les bitcoins, tout ça, l'avantage qu'on a, c'est que ça fonctionne à l'électricité. Fait que là, l'enjeu qu'on a, c'est de décarboner notre électricité. Au Québec, c'est déjà fait. Là, on est à 99 % hydroélectricité, éolien, tout ça. Donc, il pourrait y avoir des centres de données au Québec. Ça ne générerait pas de pollution de l'air. Ça ne contribuerait pas au changement climatique. Ceci dit, c'est pas comme ça partout dans le monde. Fait qu'il y a des centres de données qui sont alimentés par de l'électricité qui est fabriquée au charbon ailleurs dans le monde ou avec du gaz naturel. Et donc, l'enjeu qu'on a dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est de faire en sorte que toute l'électricité produite sur Terre soit produite soit avec de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité ou d'autres technologies qui vont être sans émission de gaz à effet de serre. Déjà, ça réglerait le problème. Là, ensuite, il va toujours rester le problème de l'échelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment dépenser 15 % de notre énergie dans des centres de données, puis des centres de stockage, puis des bitcoins, puis la réponse, évidemment, c'est non. Mais à très court terme, parce que le péril est vraiment imminent, il faut absolument que toute l'électricité qu'on produise dans le monde soit de sources renouvelables ou de sources sans émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon, là, on se dirige littéralement vers un mur. Là, on l'a vu cet été, là, il y a des incendies de forêt qui ne s'arrêtent plus. J'arrive de Vancouver, là, puis à Vancouver, il pleut tout le temps. Oui. Bon, mais il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis le 14 juin. On est rendu le 28 juillet, là. Alors, vous voyez, là, ça s'accélère et donc, il faut agir là-dessus. Donc, substituons déjà de l'électricité sale pour de l'électricité propre, puis ensuite, essayons de diminuer notre consommation d'énergie, pas juste en changeant les ampoules dans nos maisons, mais aussi en surveillant les grands utilisateurs. Là. En pensant de tout transformer notre utilisation d'énergie fossile en électricité, pour ma part, je trouve que c'est utopique si on ne réduit pas
nos besoins en électricité en achat en ligne. On a-tu besoin toujours de faire ça? En as-tu vraiment besoin, là? Mais c'est vraiment une question qu'on devrait se poser à toutes les fois. Puis même aller sur Internet, on clique-tu trop? Si on veut diminuer, il faut en même temps qu'il y ait une conscience sociale qui fait qu'on change nos comportements aussi, puis qu'on accepte de ne pas être vivre si tant dans le luxe, là, que moi, je trouve que des fois, c'est un luxe, des trucs, là. Et puis c'est fascinant parce que au Québec, nos maisons sont beaucoup plus efficaces au plan énergétique qu'il y a 30 ans, mais on a doublé la superficie. Ben oui, ça donne rien. Donc, et puis il y a des scientifiques qui connaissent ça, là, on appelle ça un effet rebond, là, puis il y a une théorie, je ne me souviens plus quoi, mais en gros, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait des gains d'efficacité énergétique, on s'en sert pour consommer plus d'énergie. Exact, par toutes sortes d'autres moyens. Puis pour moi, ça me fait peur. Ça me dit que on est intelligent, on a plus d'électricité ici propre qu'ailleurs, mais on continue d'augmenter notre consommation, même si CO2 puis tout ça, on réussit à s'en sortir. Si on augmente la consommation, on n'y arrive pas. Mais on se crée des besoins. Là. La question, puis je ne sais pas comment la traduire comme il faut, mais David Suzuki nous disait « How much is enough? Combien c'est à quel moment où on a suffisamment, là, mais on est toujours en train de grossir. Tout le temps. On ne pourra pas arriver s'il faut équilibrer les deux. On sait, les aînés sont plus portés à faire de recyclage que les autres strates d'âge dans la société. Ils sont préoccupés à laisser une planète propre, un peu plus que les autres groupes d'âge. Mais dans ce contexte-là, malgré tous les petits gestes qu'on peut faire, comment on peut accepter tous les phénomènes grandissants au cours des dernières années? Bien, en fait, il y a comme deux choses qui viennent me chercher dans votre question. C'est que, à mon point de vue, les aînés, ils s'occupent, s'ils font du recyclage, c'est beau, là, mais le recyclage, là, tu sais, il y a plein d'autres choses à faire que ça. Je trouve que les aînés en font pas assez. Pour ma part, là, je trouve que les aînés en font pas assez. Je trouve que les aînés, ils ont le temps. Ils ont le temps, beaucoup plus que ceux qui travaillent, qui font du bénévolat dans des groupes environnementaux. Ils ont le temps à donner. Ils pourraient mettre plus de pression au niveau politique. Ils pourraient faire des dons. Ils pourraient participer à des manifestations, remplir des pétitions. Il y a plein de choses qu'ils pourraient faire, en plus de plein de petits gestes individuels qui sont toujours importants. Mais en plus, il y a plein de choses qu'ils devraient faire. Gaspillage alimentaire, réduction d'eau potable. Il y a plein de trucs. Vous en avez soulevé un très, très puissant. Vous avez parlé de la force politique des aînés. Très bientôt, on va parler d'à peu près 37 % des gens qui vont voter, qui vont avoir plus de 65 ans. C'est énorme. Oui. Et comment les aînés peuvent influencer l'aspect environnemental, c'est important. Bien, comme je disais tantôt, s'impliquer, s'informer sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et pour l'environnement, écrire à son député, compléter des pétitions, participer aux consultations publiques qu'il y a, comme s'il y en a une dernièrement sur le glyphosate. Il y a plein de trucs, il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils s'informent et qu'ils disent les choses. Et moi, j'ai beaucoup l'impression que les aînés, il y a comme une partie des aînés qui dit « Ah, ben moi, j'ai travaillé toute ma vie, je suis rendue à ma retraite, je vis ma retraite relax. Bon, je vais recycler, je vais faire des petites choses, je vais peut-être m'acheter une auto électrique, mais peut-être pas. » Mais je trouve que les aînés auraient avantage à avoir vraiment une solidarité intergénérationnelle, de penser à ceux qui vivent et qui vont vivre après eux. Moi, je m'implique beaucoup. Là. Moi, je l'ai fait, ce truc-là, mais bon, je suis peinturée verte de toute façon. Là. Mais c'est même au travail. Là. C'est ça, j'ai toujours eu des gestes individuels, ça fait longtemps. Puis là, je m'implique depuis ma retraite parce que j'ai le temps et tout ça. Mais je pense vraiment que les aînés, si tous les aînés se mettaient à parler, à revendiquer et à demander plus de développement durable, qui est un mot qui m'accroche un peu, mais c'est probablement que ça avancerait plus. Ils ont un poids politique important et à tous les égards, tant sociétal qu'environnemental, je souhaiterais tellement qu'ils s'en servent davantage. Quand j'avais 17 ans, parce que je vais avoir 49 ans, mon père a 72. Puis quand j'ai eu 17 ans, mon père ne savait pas pour qui voter, puis il m'a dit « Karel, que je t'offre mon vote. » Puis j'ai fait « Pourquoi tu fais ça? » Bien, tu vas vivre avec les conséquences plus longtemps que moi.
Puis j'ai réalisé que c'est un des beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie. Puis je me dis, imaginez là, s'il y avait plein d'aînés là, qui faisaient un pacte avec leurs petits-enfants. Vous dites, écoute, tu penses peut-être que tu n'as pas de pouvoir, parce que les jeunes, souvent, ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir, encore moins quand ils n'ont pas le droit de vote, là, qui ont 17 puis 16 ans. Mes enfants ont 16 ans, là, puis ils ne peuvent pas voter, puis ils sont très inquiets, puis tout ça. Il y aurait quelque chose de profond, là, parce que la génération des aînés d'aujourd'hui, c'est quand même une génération qui a brassé la cage, pas à peu près à l'époque. Baby boomer. Oui. Puis, on le sait, là, c'est inévitable qu'on va faire la transition à l'extérieur des énergies fossiles. C'est inévitable qu'on va changer beaucoup de choses parce que la nécessité est la mère de toutes les inventions. Puis en ce moment, là, le bouton urgence est pesé pour tout le monde. Donc, on va le faire. La seule véritable question, c'est à quelle vitesse on va le faire. Puis plus on va le faire vite, plus les conditions de vie de mes enfants vont être bonnes dans l'avenir, puis de mes petits-enfants. Oui. Puis plus on va le faire lentement pour protéger notre confort aujourd'hui, plus eux autres vont ramasser les conséquences plus tard. OK? Alors, donc, la question en ce moment, c'est une question de à quelle vitesse on le fait. Puis, quand on commence à bousculer nos habitudes de vie, c'est plus facile de dire non que de dire oui. Puis je pense que là-dessus, les aînés, leur pouvoir d'influence est très grand s'ils disent « OK, on va accepter de se faire bousculer comme nous, on a bousculé quand on avait 20 ans. » Puis je vous dirais, là, le plus bel exemple de ça, là, c'est la place de l'automobile dans nos villes. Là. Au Québec, en ce moment, le parc automobile, il croît 2 fois plus vite que la population. Fait que peu importe qu'on pense à l'environnement ou pas, là, c'est juste pas soutenable. Il n'y a plus de place dans nos rues. J'ai revu une photo, j'ai grandi à Rimouski, photo de Rimouski en 1981. Il y a 5 autos sur la rue Saint-Germain, qui est la rue principale. Je revois la même place aujourd'hui, il y en a 50. Puis mon père puis moi, on chicane là-dessus parce que lui, ça le rend fou parce que la ville de Rimouski a mis en place des mesures de modération, d'apaisement de circulation. Puis lui, ça lui fait perdre 35 secondes, puis il vire fou avec ça. Puis je le comprends parce que il a vécu, il se souvient d'un monde où tu prenais ton auto, tu roulais où tu voulais, puis il n'y avait pas de trafic. Mais aujourd'hui, il y en a partout. Et donc, quand je parle des choses là, qui viennent nous bousculer, c'est souvent notre quotidien. Mm-hmm. Puis moi, je vais me porter un peu en faux de ce que vous dites. Là. Moi, ma mission dans la vie, c'est de défendre les aînés. Mm-hmm. Et les aînés consomment moins, en tout cas différemment. Hein? Ouais. Un aîné de 80 ans consomme 950 $ de moins par année qu'une personne de 40 ans, les deux vivant seuls. Alors, c'est pas si différent que ça, mais ils consomment fort différemment. Ils ont moins d'auto, nettement moins d'auto. Exact. Ils conduisent beaucoup moins aussi, et en passant, les autos sont beaucoup plus petites. Je peux vous confirmer ça avec un échantillonnage important. Mm-hmm. Alors, pour moi, c'est pas eux les responsables de quelques éléments que ce soit à ce niveau-là. Je pense qu'ils... Par contre, je vais ramener sur le poids politique. Martin Luther King, il disait beaucoup que le vieillissement des gens, c'est quand on commence à moins s'intéresser à l'impact futur sur notre société. Pour réussir à alléger tout ça, on va avoir besoin de l'appui de toutes les générations. Oui, absolument. Puis ça va être difficile. Bien, c'est difficile pour les gens de ma génération. C'est probablement celle qui va être le plus dur à convaincre d'abandonner son auto, parce qu'il y en a 6 ou 7. Il y a des gens qui ont 5 autos devant la maison, tu sais, mais il faut avoir moins de véhicules sur les routes parce qu'on n'est plus capable de soutenir ça. Considérant que le développement durable, c'est une mentalité qui implique une vision à long terme, puis les conséquences que ça amène, est-ce que nous sommes prêts à agir pour améliorer la société, même si on ne verra peut-être pas les résultats de notre vivant? Puis, en quoi ces actions pourraient valoriser les aînés davantage, Carole? Bien, en fait, considérant l'urgence climatique et les événements qui s'enchaînent, j'ai l'impression, moi, que même si les aînés commencent maintenant à renoncer à différents avantages, bien, ils vont être encore mieux que la génération dans 30 ans. Ils vont être encore plus... ils vont être encore mieux. Moi, je vois pas qu'il va y avoir une amélioration. Je vois que les personnes... Moi, je me disais, avant cette année ou l'année dernière, je me disais, je suis chanceuse, je suis vieille, je vais mourir avant de voir tout le bouleversement climatique. Et là, je réalise que de plus en plus, ça s'enchaîne. C'est de plus en plus grave. Bien, je vais encore plus bouger pour essayer de changer les choses, mais pas pour moi, mais c'est pour ceux qui me suivent. Mais là, on parle de gens convaincus. Hein? On est tous des gens convaincus. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus. Je sais. Comment on fait pour toucher à ça? Oui.
Bien, moi, je pense qu'on touche ici la question de l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, là? Puis, bon, moi, il me reste plus de temps, là, mais il y a une chose qui est certaine, là, ma génération, puis celle de mes parents, donc le baby boom puis les X, là, on est les 2 premières générations de l'histoire qui vont léguer aux prochaines générations moins de ressources puis de capacité de se développer que nous, on en a bénéficié. Puis ça, moi, ça me questionne beaucoup par rapport à mes enfants, par rapport à la question justement d'équité entre les générations. Et il y a une chose qui est vraiment intéressante puis à laquelle on ne pense pas, là, la génération du baby boom, en ce moment, c'est la génération là, la plus riche de l'histoire. Je ne dis pas que c'est des millionnaires, là, mais c'est une génération de classe moyenne très, très vaste et il va y avoir un transfert de richesse le plus important de l'histoire qui va s'opérer dans les prochains là, 10, 15, 20 ans. Déjà, en 2016 et 2026, c'est 1000 milliards de dollars au Canada qui sont transférés en héritage. Et là, la question que moi, je me pose, c'est à quoi ce capital-là va servir? Évidemment, aux enfants, aux familles, mais il y a très peu d'aînés qui font des dons de bienfaisance dans leur testament parce qu'ils pensent que quand on donne à des causes, là, éducation, santé, culture, tout ça, c'est comme de l'argent qu'on enlève à notre succession, alors qu'en réalité, le crédit d'impôt qu'on obtient, il se transfère à la succession, puis au bout du compte, les dons de bienfaisance qu'on fait coûtent presque rien. Et là, je pensais à ça, puis je me disais, partout au Québec, si les aînés disaient, bien, on va donner une partie, un pourcentage. Un petit pourcentage. Dans ce moment, on est à 5 %. Mettons qu'on monterait à 10 ou 15 puis encore, je vous dis, ça coûte presque rien. Au bout du compte, net, ça coûte rien à la succession. Là. Mais pour soutenir les causes puis le développement du Québec tel qu'on l'a fait depuis 50 ans, mais pour que ça se poursuive à perpétuité. Ça, moi, je trouve que ça serait un beau projet. Puis ça pourrait impliquer des enjeux environnement ou autres. Mais tu sais, le développement durable, il faut penser que dans le développement durable, là, si on pense aux grands objectifs de développement durable des Nations unies, là-dedans, il y a l'éducation, il y a l'équité entre les hommes et les femmes, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Donc, si on était capable de dire on va se propulser en avant parce que voici une génération qui a construit le Québec pendant 50 ans, puis qu'aujourd'hui, on va dire, bien, on va, nous, au moment où on laisse notre place, on va, à travers ça ou à travers d'autres, de l'action politique ou autre chose, mais la question de l'héritage est importante parce que même quand on n'est pas là, on peut continuer de construire le Québec. Quand on prend des décisions aussi importantes de legs pour des causes dans lesquelles on croit, le mot-clé pour moi, c'est croire. Mm-hmm. Alors, il faut croire que ce dans quoi on donne, c'est efficace, ça a un impact, c'est solide, c'est crédible. Et avant ça, il faut encore croire qu'il y a effectivement un réchauffement climatique. Dans le cas dont on parle présentement. Alors, croire, être convaincu que me devient important. Mais la plupart l'observent. Après ça, ils vont l'expliquer différemment, là, mais je pense, entre autres, là, je m'en vais à la pêche avec mon père puis un ami de mon père dans 2 semaines. Là, puis cet ami-là dit, à l'époque, je pêchais, puis la truite était plus haute dans le lac parce que les lacs étaient plus frais. Puis là, maintenant, la truite, elle descend plus profond parce que les lacs sont plus chauds. Tu sais, lui, il a vu la truite descendre décennie après décennie. On sait que les hivers sont plus ce qu'ils étaient. Tu sais, donc, les aînés, ils l'ont vu, ça. Maintenant, comment ils se l'expliquent, puis quelles sont les solutions? Il y a un travail d'éducation à faire, c'est sûr, tout le temps, parce que c'est une cause qui est apparue sur le tard. Tu sais, c'est-à-dire que moi, la génération de mes parents ont été beaucoup dans les causes sociales dans les années 70-80. C'est vrai. Les causes environnementales, c'est beaucoup plus ma génération, les années 80. Moi, j'avais 17 ans, 16-17 ans là, quand le développement durable est apparu. Sommet de Rio, j'avais 20 ans. Ça a été la cause de ma génération. Puis probablement, quand je vais arriver à 70 ans, il va y avoir une autre cause, puis je vais avoir du rattrapage à faire. Alors, je pense qu'il faut être capable juste de dire... Regardons les faits, regardons ce que les scientifiques nous disent. Tu sais, quand un avion vole, là, c'est parce qu'il y a des scientifiques et des ingénieurs qui l'ont fait voler, puis on n'a pas dit, bon, je ne vous crois pas, là. Quand on embarque dans l'avion, on croit que c'est sécuritaire. Les scientifiques aujourd'hui nous disent, il y a un réchauffement, il est causé par l'être humain, et le principal facteur de détérioration, c'est les gestes qu'on pose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fatalité, là. Si demain matin, on réduit de façon importante nos gaz à effet de serre, on évite le pire. Alors, c'est dans nos mains. C'est dur de convaincre les gens de ça. Là. Il y a des gens qui vont résister à ça, mais en gros, là, c'est réel, c'est causé par l'être humain, puis on peut trouver des solutions. Karel, vous êtes l'auteur du Manifeste pour un Québec durable. C'est quoi, globalement, un Québec durable pour vous?
Je pense qu'on pourrait tous avoir une discussion, là, puis chacun aurait sa propre définition. Là. Je vais vous donner la mienne. OK? Pour moi, un Québec durable, là, c'est un Québec qui est à 100% électricité propre, donc qui importe plus de pétrole, de charbon puis de gaz naturel, qui protège toutes ses terres agricoles pour essayer que les terres du Québec nourrissent des Québécois, qui offre une bonne qualité de vie dans toutes ces régions, qui protège ses rivières, ses lacs, ses forêts, son fleuve. J'ai grandi sur le bord du fleuve, pour moi, c'est important. Puis qui garde sa cohésion, parce que socialement, là, on l'a prouvé durant la pandémie, malgré le fait qu'il y a eu des débats puis tout ça, on a été capable de s'organiser puis d'agir en groupe. Puis ça va être très, très fort dans l'avenir. Puis quand on regarde les prochaines décennies, là, puis je pense que Carole et moi, là-dessus, on est d'accord, là, ça va brasser. Là. Les changements climatiques vont frapper fort partout dans le monde. On a la chance, ici au Québec, d'avoir un climat qui est tempéré, d'avoir beaucoup d'eau, d'avoir des terres agricoles qui sont en train de disparaître partout dans le monde à cause de la sécheresse. On a tous ces atouts-là dans nos mains. C'est un peu, moi, j'ai tendance à penser que le Québec, c'est un peu comme notre arche de Noé, là. Tu sais, on est une petite société très riche quand on se compare à la moyenne mondiale et qui a la capacité de prendre des bonnes décisions ensemble. On a de l'électricité abondante, on a de l'eau en abondance. Je veux dire, on a tout ce qu'il nous faut. Il faut juste le prendre, le protéger, puis s'assurer que, donc, notre Québec durable, qu'on se nourrisse nous-mêmes, qu'on se produise notre énergie, puis qu'on garde la capacité de se parler entre nous. C'est super important. Tu sais, on pense développement durable, on pense plus forêt, poissons, énergie, tout ça, mais le dialogue social qu'on a au Québec, c'est une de nos richesses, puis il faut la garder. Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que je me dis, bon, OK, le Québec, on protège tout, on a notre eau, on a tout ça, puis ailleurs, s'ils font rien, puis si ça se détériore, puis tous ceux qui subissent déjà des famines et tout ça, bien, ils vont aller où après? Est-ce qu'on pense qu'on va être capable de garder notre petit îlot, notre petit îlot avec tout ce monde-là? Parce qu'ils vont aller... Tout le monde va la chercher, l'eau potable, les terres agricoles. Fait qu'il faut, en même temps, il y a aussi un enjeu où il faut que, mondialement, ça bouge aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. Un bel exemple de ça, c'est en Colombie-Britannique. On en parlait tantôt. Hein, les gens de l'Alberta Colombie-Britannique sont un petit peu inquiets. On a toute la côte ouest américaine qui n'a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mm-hmm. Pas une question de l'eau n'est pas bonne. Non, il n'y en a plus. Non. Alors, il y a une pression pour acheter l'eau du Canada qui est abondante, là, et ça peut avoir toutes sortes d'impacts. Hein. On l'a vu, ils ont dérouté des lacs complets aux États-Unis, oui. Qui sont maintenant à sec. Alors, il y a un impact, il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas l'eau. L'eau, ça se transporte mal, puis ça coûte cher à transporter. Le jour où ça va arriver, c'est pas tellement qu'ils vont venir prendre notre eau et la transporter ailleurs, c'est qu'ils vont venir acheter nos terres, ces accaparer, pour utiliser l'eau ici localement. Il est là le danger. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Parce que le jour où tu perds le contrôle de ton territoire, on le sait au Québec, on l'a déjà vécu par le passé, ça a pris du temps à prendre le contrôle de notre territoire. Et il faut garder ces terres-là parce que le gros de l'eau dans le monde, 70% de l'eau est utilisée en agriculture pour produire de la nourriture. C'est pour ça que je vous disais que le couple eau-terre agricole est super, super important. C'est peut-être notre ressource la plus importante. Non, tout à fait. Bon, évidemment, dans mon domaine, on parle de résidence pour retraités. C'est ma vie. Et j'essaie, moi aussi, comme vous, de faire ma part. On a des résidences qui sont reconnues comme étant extrêmement efficaces en termes énergétiques. Qu'est-ce que je devrais faire d'autre, Carole? Bon, dans les résidences, on peut réduire le gaspillage alimentaire, on peut s'assurer d'économie d'eau potable, on peut probablement créer des jardins collectifs parce que dans les résidences, il y a des aînés qui sont quand même assez actifs puis ils aimeraient peut-être ça, aller s'occuper du jardin. On en a plusieurs dans chacune de nos résidences maintenant. On est très fiers d'ailleurs. Il y a un engouement pour ça, vous avez raison. Puis des récupérateurs d'eau de pluie pour arroser le jardin collectif, ça serait bien. Il y a plein des petits trucs comme ça. Des fois, on pense à des grosses affaires, énergie, système, toit vert, puis tout ça. Puis il y a quand même des petites choses qui peuvent se faire au quotidien, mais dans la gestion, et sensibiliser vos employés à l'importance puis à l'urgence climatique. Je pense que, puis je suis pas du tout un expert, ni dans le bâtiment, mais souvent quand on passe bâtiment, la première décision, c'est où on met le bâtiment. OK? Puis je sais que c'est complexe parce que le coût des terrains, puis l'accessibilité, puis des choses comme ça, mais je vous dirais que
Tu sais, dans les gros X, là, c'est pas bâtir en territoire agricole, même si... Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui cherchent à obtenir des dézonages, puis ils réussissent. Pas remblayer des milieux humides, parce qu'il en reste moins de 1% au Québec. Pas construire dans un boisé, parce que c'est souvent ça. Moi, ça me fait rire, là, tu sais, je regarde des développements à Mirabel, puis ailleurs, puis là, tu sais, ils arrivent, puis ils appellent ça l'orée du bois ou le boisé de quelque chose. Première chose, ils passent le bulldozer, puis il ne reste plus un arbre. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis l'autre chose, après ça, c'est un coup que ça s'implante, comment ça s'implante dans la communauté. Moi, puis là, c'est peut-être très, très utopiste, là, mais tu sais, je rêve de les cœurs de villes puis de villages au Québec là, qui sont un peu dévitalisés, là. Ça serait bien de recommencer à les habiter parce que moi, je sais que, par exemple, je pense à la grand-mère de ma conjointe qui vivait à Saint-Jérôme. Il y avait une résidence, puis la résidence est en plein dans le cœur de la ville, puis elle pouvait aller marcher, puis aller au restaurant avec ses amis, puis tout ça, tu sais, puis elle conservait, si on veut, la vie urbaine, ou je ne sais pas comment dire ça, là, mais elle était capable d'avoir une vie, tu sais, puis je pense qu'il y a tellement de baby-boomers qui vont aller vivre dans des endroits comme ça, que peut-être qu'on a une chance de revitaliser nos cœurs de village. Vous avez tout à fait raison. J'abonde dans votre sens, Oui. Carole. Carole, vous dites que la génération des aînés a été privilégiée par l'abondance et que c'est notre devoir un peu d'aider les générations plus jeunes. La génération après vous, les jeunes baby-boomers, dont vous faites partie d'ailleurs, a été beaucoup moins privilégiée. Comment composez-vous avec cette situation? Ben, je m'implique. En fait, j'arrête pas. C'est la meilleure réponse. Je fais partie de plein d'organisations. J'essaie de faire le plus que je peux, autant dans mes gestes individuels. J'ai toujours été dans les gestes individuels. Puis là, en constatant la gravité de la situation, j'ai réalisé qu'il fallait faire plus, qu'il faut s'impliquer au niveau politique, comme on le disait tantôt. Il faut s'impliquer parce que ceux qui nous suivent, ces générations-là, c'est pas de leur faute, qu'est-ce qu'ils vont vivre. C'est un peu nous, les coupables. Fait qu'en même temps, c'est à nous de faire le plus qu'on peut maintenant. C'est comme ça que je vis ça, moi. Oui, non, tout à fait. Ce qu'on sait, là, c'est qu'il faut être capable de se mettre des limites aujourd'hui à nous-mêmes pour être capable de léguer aux générations à venir plus. Tu sais, dans le fond, en ce moment, là, il y a un transfert de richesse qui s'opère, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est quelque chose que les prochaines générations n'auront pas. Et quand on discute de questions de, OK, il faudrait limiter notre consommation, il faudrait réduire notre consommation, peut-être réduire un peu notre niveau de vie, à toutes les fois, moi, je me fais dire, ben c'est ça, les écologistes, vous voulez qu'on retourne à l'époque des vaches puis des charrettes, là. Mais une fois, il y a vraiment un chiffre qui m'a frappé, OK? Ça ressemblerait à quoi le Canada si on diminuait notre consommation de moitié? T'sais, si on revenait au revenu, on diminue notre revenu par habitant de moitié pour tout le pays. On revient en quelle année? Puis là, la réponse m'a vraiment jeté par terre. C'est 1975. Donc, en 1975, on avait moitié moins de revenus et on consommait moitié moins au Canada qu'aujourd'hui. Puis moi, j'avais 3 ans à l'époque, mais quand je parle à mes parents, ils n'étaient pas moins heureux en 1975 qu'aujourd'hui. Donc, on s'est enrichi beaucoup. Est-ce que ça nous a donné plus de bonheur? Des fois oui, des fois non, mais je vous dirais que ce qui donne du bonheur, c'est d'être entouré des gens, c'est d'avoir une vie sociale riche, tout ça. Puis oui, acheter une nouvelle auto puis refaire nos armoires, ça rend heureux, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas assez longtemps. Alors, ce que je dirais, c'est il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de s'appauvrir, parce qu'en ce moment, on est les plus endettés qu'on n'a jamais été au Canada. Donc, on consomme plus, on est plus riche que jamais, mais on est plus endetté que jamais. Il y a comme quelque chose à recadrer un peu, de se dire, bien, peut-être que je suis capable d'être très heureux avec un peu moins, puis d'être moins endetté. Puis, juste faire cet effort-là, c'est déjà faire un geste de solidarité envers nos enfants. Alors, Carole, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans le présent pour améliorer la situation rapidement? Bien, en fait... peut-être que ça va vous faire plaisir, là, mais c'est relativement simple. On pense souvent qu'il y a 50 000 gestes là, qu'on devrait poser, là, mais les gestes qui ont vraiment un impact important, il n'y en a pas tant que ça. Là où on a un impact environnemental important, c'est d'abord quand on voyage. Je pense que c'est important pour les gens qui sont retraités de réfléchir. Là, quand on prend l'avion, c'est probablement la moitié de notre empreinte environnementale pour l'année qui passe juste dans un vol, là. Donc, pensez aux destinations où on va, peut-être prendre l'avion 1 année sur 2, peut-être, ou moins souvent. Les croisières, c'est terrible. C'est probablement la façon de voyager la plus polluante. Donc, je ne dis pas de pas en faire, mais
pas trop souvent. C'est comme la viande rouge, il ne faut pas en manger trop souvent. Ça, c'est vraiment le volet voyage. Puis je le traite en premier parce que c'est vraiment là qu'on a le plus gros impact. Après ça, ça va être l'automobile. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une auto électrique? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on peut avoir une plus petite auto plutôt qu'une plus grosse auto? Pensez toujours à la consommation, puis ça vous fait penser à votre portefeuille en même temps. Ensuite, bien, on rentre dans la maison, c'est l'alimentation beaucoup. Donc, si vous êtes capable d'acheter des fruits et des légumes locaux, c'est une bonne chose. La viande rouge est très, très polluante. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir végétarien, mais puis c'est parfait parce que pour la santé aussi, il ne faut pas trop en manger de la viande rouge. Fait que ça va encore là, ça va bien. Puis finalement, bien, le compostage est important parce que la matière organique qui se décompose dans nos sites d'enfouissement, ça crée du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est comme quelque chose comme 80 fois plus puissant que le CO2 qui sort de nos voitures. Donc, composter, là, c'est logique. Là, puis le recyclage aussi, oui, là, mais vraiment, je vous dirais, là, pensez voyage, transport, alimentation, puis finalement, compostage, recyclage. Et merci, mille merci à vous deux. C'est une discussion passionnante et tellement importante. Hein? C'est pas seulement agréable, c'est pas seulement passionnant, mais c'est essentiel. Hein? Alors, j'en profite donc pour dire merci à Karel Mirand. Merci, Karel. Merci beaucoup. Et merci à Carole qui a... Bienvenue. J'ai grandement apprécié cet échange aujourd'hui. Merci à bientôt. à vous. Bientôt. J'ai une petite anecdote à partager avec vous. J'ai 2 résidences, entre autres, où j'ai su qu'il y avait un peu de bisbille, un peu de chicane entre 2 sous-groupes de résidentes et de résidents. Parce que dans un cas, ils voulaient absolument avoir un très, très beau gazon, de beaux arbres, des fleurs, des plantes manicurées, qui soient toujours verts et bien. Et dans l'autre cas, on voulait absolument pas ça. Pas d'arbres qui ne soient pas indigènes, pas de gazon vert. Alors, on voulait laisser aller la nature. Alors, ça crée toutes sortes de frictions de temps en temps. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un sujet qui soulève les passions et avec respect. Et moi, j'aime ça de voir un paquet d'aînés avec des passions, avec des points de vue, avec des réflexions sur comment changer le monde, peu importe son âge. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant et dans quelques années. Bonne vieillesse.